Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Merci d'être là pour la première de cette nouvelle rubrique sur donc, le site OM Le Réseau. Et pour cette première, nous recevons, comme vous avez pu le voir et comme vous le voyez avec nous maintenant à l'instant, Karim Diouf, le fils de Monsieur Pape Diouf, ancien président de l'OM et respecté par tous les supporters marseillais et au-delà. Donc, bonsoir Karim et encore une fois merci d'être avec nous. Bonsoir Hakim, merci à vous de l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Bah, c'est réciproque. Donc, tout d'abord, si tu pouvais juste te présenter un petit peu pour les supporters de l'OM, même si on connaît Monsieur Pape Diouf, on apprend un peu mieux à connaître Karim, qui aujourd'hui nous rappelle et nous remémore à nos anciens souvenirs de feu Monsieur Pape Diouf. Ouais. Ouais, je m'appelle Karim, j'ai 41 ans, je travaille dans l'informatique, je suis conseiller. À côté de ça, je suis fan de foot, fan de l'OM, j'habite à Marseille. Voilà, il y en a beaucoup qui me connaissent aussi ici. Voilà, donc on va essayer de partager avec vous la passion du football. Voilà. D'accord. Euh, Justement, en parlant de partage, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des souvenirs que tu as de l'OM à l'époque de Monsieur Pape Diouf? Ben, c'est une période sur laquelle je garde un très très bon souvenir parce qu'il a laissé une empreinte indélébile comme je le vois à Marseille. Donc j'en garde des bons souvenirs parce que le club était quand même un petit peu remonté dans l'estime des gens. Financièrement, le club a été remis à flot. On commençait à faire des matchs assez compétitifs et on commençait à retrouver un petit peu de triomphalisme. Et c'était quand même pas mal. La seule chose que je peux regretter, c'est que de son mandat, il n'a pas eu de titre, alors qu'on sait très bien que beaucoup de supporters le disent et le pensent que le titre qu'on a eu par la suite, ça a été l'œuvre de son travail. Le seul regret, ça a été celui-ci, mais sinon, très content et un très très bon souvenir pour moi et ma famille. Bah, on en est tous plus ou moins conscients justement que le travail fait par ton papa a été précurseur justement de ce qui a suivi avec Didier Deschamps. Mais c'est vrai que la politique qu'il a mis en place avec Eric Guéret et tout ce qui, comme tu dis, financièrement, parce que c'est pas une mince affaire au niveau d'un club de le mettre à flot. On voit aujourd'hui encore hein, dans l'état actuel où où en est le club financièrement, c'est compliqué. Et justement, tout le travail qui a été fait par ton père a quand même assaini le club et lui a fait retrouver une identité footballistique. Donc je pense que ça, on peut s'enorgueillir en disant que ça vient de Monsieur Pape Diouf aussi, en grande partie. Il n'y a pas que lui, certes, parce que Guéret a apporté sa patte, d'autres d'autres personnes au sein du club ont apporté aussi, mais c'est vrai que ton papa a quand même été un grand précurseur à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir de l'entendre. Après, oui, c'est une fierté de manière générale parce que en tant que son fils, déjà, c'est une fierté familiale d'avoir eu un tel papa qui a pu apporter toute cette joie aux Marseillais, d'avoir pu apporter quand même un espoir qui était quand même parti depuis un petit moment. Et en tant que supporter de l'OM, je trouve que c'était un homme qui était quand même très intelligent, qui connaissait très très bien le football et qui a apporté énormément de choses, non seulement à Marseille, mais aussi de manière générale au football français, voire même africain. Il a apporté beaucoup de choses. Donc même sans être son fils, j'aurais été fier d'avoir eu un tel président. Donc c'est vrai que c'est une fierté générale, hein. Bah, c'est ce que nous, on ressent en tant que supporter. Alors là, c'est mon côté supporter qui parle, mais c'est vrai qu'on a quand même cette fierté de se dire qu'un président comme ça, très posé, très calme, et en plus de ça, qui sait où il va, enfin, qui savait malheureusement où il va, où il allait, on peut dire sincèrement que sa carrière, parce que de débuter là où il a débuté, en tant que journaliste, puis en tant que agent de joueur, etc., euh, a fait de lui quand même, parce qu'il a aussi été comment dire, directeur sportif, et donc par la suite président du club. C'est vrai que c'est quand même un cheminement qui est assez bon, linéaire, mais particulier, parce que passer du journalisme à la présidence d'un grand club, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et en plus d'y arriver comme il a pu le faire, je pense que nous, en tant que supporters, on en retire une certaine fierté, mais toi, en tant que fils, forcément, encore plus. Oui, j'ai une certaine fierté, surtout qu'en plus,
Vous savez, là où la fierté, pour moi, est la plus grande, c'est de se dire que ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu dans sa vie. Il y en a qui se disent en se levant à l'aube de l'adolescence, se dire moi, je veux être docteur, je veux être footballeur, je veux être médecin, etc. Lui, à 20 ans, il ne se disait pas je veux être président de l'Olympique de Marseille, même s'il était déjà fan en arrivant en France, qu'il aimait l'OM déjà. Sa carrière, ça a été un concours de circonstances. Le partout où il a été, ça a été un concours de circonstances. C'est lui-même qui le disait. Donc, être arrivé à goûter un poste avec une très haute fonction, surtout pour une personne africaine, et surtout que ce n'était pas son souhait et que c'était ses capacités qui l'ont amené jusqu'à là, la fierté, elle se base vraiment là. C'est là où moi, j'en tire un exemple et j'essaie de mettre ça en œuvre pour l'appliquer dans ma vie de tous les jours. D'accord. Euh, on va passer un petit peu sur entre guillemets un autre sujet, mais justement pour la comparaison, l'OM actuel, tu en penses quoi par rapport justement aux années, on va dire un peu plus fastes, même si c'est pas l'époque de Bernard Tapie, mais c'est quand même des années qui ont été plutôt bonnes, voire même très bonnes. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le dur. Qu'est-ce que tu en penses de cette période de l'OM actuellement? Aujourd'hui, c'est difficile de parler de l'OM en ayant le grand sourire parce que c'est le club qui est en complète reconstruction après avoir été complètement détruit. Donc, c'est vraiment difficile de se dire que l'OM aujourd'hui est dans une situation où on se qualifie quasiment pas pour la Ligue des Champions ou, à titre exceptionnel, lorsqu'on s'y qualifie, on se fait complètement remarquer à travers l'Europe. On n'arrive pas à accrocher les places intéressantes. Olas nous exclut du Big Four. Ce sont des choses qui, en tant que Marseillais, en tant que fier, c'est des choses que je n'accepte pas. Et aujourd'hui, je regarde l'OM avec pas mal de tristesse depuis une dizaine d'années. Je ne dis pas depuis que mon papa n'est plus là, parce que je reste supporter, je l'étais avant qu'il le soit, mais je me dis, on n'a pas d'homme de football à l'OM depuis très longtemps. Allez, la lueur d'espoir aujourd'hui, c'est Longoria qui devient président, qui goûte à la fonction. On aura enfin un homme du football où je commence à avoir peut-être de l'espoir à partir de la saison prochaine. Mais si ma course ne change pas les données sur une durée euh, grande en mettant ce qu'il faut dans le club, des hommes du football, les gens qu'il faut comme il faut, en gérant une équipe de football, pas comme une équipe, pas comme une entreprise quelconque, à ce moment-là, je reprendrai vraiment un véritable espoir. Mais là, je regarde en tant que supporter, mais je suis quand même un petit peu accablé. Il m'arrive, moi, quand je regarde un match de foot, je le regarde, je quitte pas, je cligne pas des yeux. Mais quand je regarde l'OM, il m'arrive souvent, je me surprends à regarder ma tablette, à plus suivre le match. Ça ne me Ouais. le faisait pas avant. Donc, allez, depuis qu'à Sampaoli, c'est un peu des matchs un peu spectacle. 3-3, 3-2, il y a des matchs un petit peu comme ça qu'il faut qu'on reste scotché. Mais aujourd'hui, s'il y a l'OM je vais faire une confidence, hein, quand il y a eu OM Montpellier et le Classico sur l'autre chaîne, j'ai longuement hésité. Hein. J'ai regardé Ouais, l'OM quand même, mais j'ai hésité. Alors qu'avant, jamais de la vie. Tu vois. ouais, je comprends. C'est vrai que c'est plus la même. Ouais, c'est une période un peu compliquée, un peu difficile. Et comme tu dis, ne serait-ce que vis-à-vis de la Ligue des Champions, où on a été un peu la risée de l'Europe, c'était un petit peu, ça fait mal, ça fait très mal. On se dit que le club se bat pour essayer d'arriver justement à accrocher ces places en Ligue des Champions qui normalement permettent de refaire un recrutement, de faire d'avancer un petit peu, on va dire. Là, on voit que McCourt a soit choisi les mauvaises personnes, soit des intentions qui ne sont pas les bonnes au niveau du football. Comme tu dis, c'est plus un chef d'entreprise qu'un président de club, on va dire. Donc c'est vrai que ça aide pas à fonder quelque chose qui permet d'avoir du beau jeu et surtout d'accrocher des choses intéressantes. Exactement, parce qu'en fait, comme je le disais, il m'arrive souvent de le dire entre amis quand on discute un petit peu, si on regarde le football il y a encore 20, 25 ans, 30 ans en arrière, il y avait des Louis Nicolin, des Bernard Tapie, des Claude Bèze, des gens du football, des gens qui aimaient le football, qui étaient actionnaires et qui euh, se servaient de leur club, non pas pour faire de l'argent, mais pour gagner des titres et pour asseoir leur suprématie parce qu'ils aimaient le football. Aujourd'hui, depuis 10, 15, 20 ans, depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, de Messi, que l'argent a complètement flambé avec la Première Ligue, on est tombé sur un football avec énormément d'argent, ce qui fait que ça a attiré, entre guillemets, des nouveaux riches. Ça a attiré des milliardaires de la terre entière, se disant,
bon, écoutez, dans le football, il y a énormément d'argent, donc moi aussi, j'aurai la possibilité d'en faire. Je suis un homme d'affaires, j'ai fait des études, il n'y a pas de raison que ce domaine-là, je n'arrive pas à le conquérir. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le football, c'est une science inexacte. Dans une société, tu peux mettre le meilleur manager, il va réussir à faire le travail pour lequel tu le paies. Là, tu peux acheter un joueur qui est très bon et qui ne sera pas à sa Mm. place parce qu'il fait froid, parce que c'est une science qui est complètement Ouais. inexacte. Et aujourd'hui, McCourt, c'est l'erreur qu'il a faite en mettant des Jacques-Henri Hérault qui lui ont dit oui, on va se servir des chiffres, on va faire telle et telle chose, mais ce n'est pas un homme du football. Tant que tu ne mets pas des hommes de football à leur place, tu n'avanceras pas, que ce soit à l'OM ou ailleurs, à cause de l'argent qui rend fou les gens. C'est tout. Bah, justement, en parlant d'argent, là, on a appris il y a 2, 3 jours hein, l'établissement de la Super League et bon, qui a finalement capoté en 2 jours de temps, qui était réservé aux plus riches, pour les plus riches, par les plus riches. Euh, c'est vraiment, donc là, on voulait américaniser le football, hein, la NBA, la MLS, les conférences, pas de montée, pas de descente, ou quasiment. Euh, Toi, quelle vision t'en as eu? Alors, de l'avant, c'est-à-dire quand on en a entendu parler au début, et de tout ce qui s'est passé pendant, c'est-à-dire les réactions des supporters, les réactions de certains joueurs, de certains entraîneurs comme Guardiola, par exemple, qui pourtant on a été, aurait pu en jouir, et de la presse, c'est-à-dire au final, bah, tout est tombé à l'eau. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Moi, ça m'a fait vraiment sourire parce que dès le début, j'ai dit à tout le monde, c'est une grosse mascarade, c'est de l'esbrouf, ça ne va pas tenir. J'en ai même parlé avec, sur Twitter justement avec Romain Canucci à ce sujet. Et je lui disais, c'est une mascarade, ça ne va absolument pas tenir. L'UEFA et la FIFA sont trop, trop puissants. Il suffisait qu'ils disent, quiconque participe à cette Super League ne pourra plus jouer dans son championnat national, ne pourra plus faire de Coupe du Monde ou plus d'Euros. Dès là, dès lors où ils ont annoncé ça, je savais très bien que ça n'allait pas tenir. Moi, j'y ai pas cru du tout. Je regardais un petit peu les infos, etc. Je n'y ai pas cru. Maintenant, mon point de vue, tant mieux que ça n'ait pas eu lieu. Le football, on va le rappeler, c'est un sport populaire, ouvert à tout le monde. C'est pas pour jouer au football, il faut rien. Il faut un papier, tu mets du scotch, tu prends 3 potes et tu joues en bas. Le football, ça vient de là. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde puisse se divertir avec ce sport. En plus, sur un point de vue éthique, tu prends par exemple le Milan AC, c'est un club que j'aime bien. Le Milan AC, ça fait une dizaine d'années qu'ils ne se sont plus qualifiés pour la Ligue des Champions. Comment le Milan AC aurait été dans la Super League qualifié d'office chaque année, alors que par exemple tu prends le Napoli, qui est une équipe qui est mieux, plus forte qu'eux depuis des années, n'y aurait pas eu été. Donc aujourd'hui, ça n'aurait pas été le football des plus forts parce que l'histoire montre que des clubs, sur une saison bien entraînée avec une bonne équipe, un bon effectif, peuvent battre les plus grands. Une ligue Ouais. fermée, ça aurait été du n'importe quoi. Donc tant mieux Alors c'est pour le football, pour l'argent, pour tout le monde, que ça n'ait pas eu lieu. alors c'est vrai que c'est a priori c'est un contrat de 23 ans qui aurait été proposé aux 15, même s'il y en avait que 12, mais 15 équipes fondatrices. Elles auraient donc un contrat de 23 ans d'office. C'est-à-dire pendant 23 ans, ils peuvent être les moins bons, mais ils ne descendront pas. Et donc après, il y aurait des aménagements. Enfin, ils en avaient un peu parlé, il y aurait eu des aménagements. Maintenant, c'est vrai qu'une Super League comme ça, intérêt, je ne suis pas certain que ça ait un grand intérêt. D'autant plus que même la Ligue des Champions aujourd'hui, elle devient quasiment illisible, et encore plus avec la nouvelle version qu'il va y avoir à partir de 2024, qui, je ne sais pas si tu l'as vu, sera encore Mhm. plus illisible. Ça sera des, Ouais. des- des groupes de 10, mais tout le monde ne se rencontrera pas dans ce groupe, parce qu'il y aura comment dire, des têtes de liste, et tout ça. Enfin, c'est assez illisible. Et on en arrive à, justement, on se dit, c'est vrai que cette Super League, sans que je sois pour, aurait plus limite été lisible, dans le côté lisible, hein, dans le côté on comprend ce qu'elle veut faire, que la nouvelle version de la Ligue des Champions. Mais je me dis, c'est juste encore, comme tu le disais tout à l'heure, une histoire d'argent. La Ligue des Champions, au lieu de Mhm. revenir à des choses où à l'époque l'OM avait gagné, c'est-à-dire les champions de chaque pays se rencontraient, c'était la Champions League. Là aujourd'hui, bah, il y aura 3 clubs français, voire peut-être Mhm. même 4. Donc ça commence à devenir, je ne sais pas si ça a un quelconque intérêt, même la Ligue des Champions en elle-même. Ouais, la Ligue des Champions, c'est vrai que après, on peut pas en vouloir à l'UEFA qui est quand même le concepteur historique de ces coupes. C'est un organisme qui se cherche, qui va tenter, mais qui est prêt à revenir en arrière, je pense, si ça ne le fait pas. Mais c'est l'organisme
qu'on a toujours suivi. Par contre, la Super League, l'intention, elle était vraiment malsaine. C'est ça qui était Oui, ça, complètement on est gênant. d'accord. L'UEFA, Ça, on est d'accord. c'est de tenter des choses, tandis que le côté malsain de la Super League n'aurait pas été bon. À la rigueur, la Super League, ils auraient pu faire tous les 2 ans un tournoi guest star, tu vois, avec les meilleurs clubs pour essayer d'avoir une visibilité plus grande, etc. Comme la Coupe du Monde tous les 4 ans, quelque chose comme ça aurait pu être acceptable, mais pas sur l'année entière. Donc c'est vrai que non, c'est du n'importe quoi. En tout cas, tant mieux que cet épisode-là soit complètement terminé, qu'on puisse rester dans ce qu'on connaît tous, et en espérant que l'UEFA fasse le nécessaire pour 2024, qu'on ne soit pas, comme tu disais, avec des clubs qui ne se rencontrent pas. Et la beauté du football, je le répète, c'est qu'aujourd'hui, l'Apoel Nicosie peut battre le Borussia Dortmund. J'en suis convaincu. Il y a une cote qui Exactement. existe, c'est possible, tu vois. C'est ça la Non, beauté non, du mais c'est vrai. football. On est d'accord. Et je rejoins donc notre ami FNRZ95 qui dit justement que le foot évolue, que les clubs émergent, d'autres coulent, et une ligue fermée serait une injustice dans le temps. C'est vrai, et c'est exactement ça parce qu'on se dit, des petits clubs arrivent pas forcément à gagner, mais en tout cas à aller loin. On voit des fois des clubs qui vont en demi-finale, qui vont en quart de finale, des choses comme ça. Quand on voit des clubs justement que Marseille a rencontrés, alors c'était la coupe de l'Europa League, c'était pas la Ligue des Champions, mais pareil dans son chemin, il y a quand même eu des clubs comme Salzbourg, des clubs comme voilà, qui ne sont pas forcément les têtes d'affiche, mais qui ont mérité leur place et mérité d'arriver là où ils en sont arrivés. Et ça n'aurait pas été le cas avec une ligue semi-fermée. Elle n'est pas complètement fermée puisqu'il y a 5 clubs invités, mais quasi fermée. On sait que les plus puissants forcément finiront, surtout qu'ils deviendraient encore plus puissants puisque leur rapporterait encore plus d'argent, ça serait encore plus compliqué pour les petits clubs. Bien sûr, c'était comme si tu prenais la Coupe de France et que tu enlevais tous les clubs amateurs, que tu enlevais toutes les divisions inférieures et que tu disais, bon, mais c'est que la Ligue 1 qui l'a fait. Ça aurait été n'importe quoi. Alors que quand tu vois des clubs comme Queville, comme tous les Exactement. petits clubs qui arrivent loin, c'est les plus contents quand ils battent un club de Ligue 1, de Ligue 2, qu'ils arrivent à aller en quart de finale, demi-finale. Ils ne volent pas les matchs. En plus, hein, souvent, à Non, partir non, des bien quarts, sûr. des demi, on a les équipes, les effectifs sont complets. Ils jouent un vrai football. Et donc, c'est dommage d'enlever ça. Donc, en tout cas, on a vu ce que les clubs auraient été capables de faire pour de l'argent. Et c'est complètement triste. Le foot est populaire, il faut le laisser à la population. Surtout que ceux qui rapportent le plus d'argent, ce sont justement les petits clubs parce que les gens s'abonnent aux chaînes de télé, etc. Donc ça aurait été dommage. Et si elle avait eu lieu, elle n'aurait pas tenu longtemps parce que beaucoup de gens se seraient détournés de ce football-là. C'est certain. Oui, je pense. Ouais, ouais, parce que forcément, déjà, ça devient, même aujourd'hui, compliqué de regarder le football parce que ça devient très, très. Bah, ça demande beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour s'abonner donc à plusieurs médias. Et là, encore plus, puisqu'apparemment, c'était DAZN qui devait avoir les droits. Donc, c'est un support allemand, comme type Netflix et choses comme ça. Donc là, c'est encore un autre support qu'il faudrait encore ajouter. Et enfin, on dit que le football, c'est un sport de pauvres, créé par les pauvres pour les plus riches. Parce que c'est aussi un tir-profit. Et malheureusement, toute la beauté du sport, comme du foot, comme on dit, hein, avec un ballon et trois potes, on peut aller faire un petit match de foot en bas. Alors que aujourd'hui, on a plus l'impression que la seule chose qui compte, c'est le business. Et Exactement. malheureusement, c'est ce qui va tuer petit à petit l'intérêt de beaucoup de personnes et les détourner, comme tu dis, de la beauté de ce jeu. Ah oui. Il y a quelqu'un qui dit qu'on m'entend pas bien, en fait. Ah non, il y en a quelqu'un d'autre qui me dit qu'on m'entend bien, donc je sais pas. Bon, Ah, je vais essayer de parler un peu plus non, fort, on mais entend bon. mal. Ouais, c'est bon, on entend mal. Apparemment. Hop, Ah non, c'est Hakim. d'accord. Est-ce qu'on Ah, c'est m'entend pas mieux moi. là? Hmm. Ok. Ouais. Sinon, autre sujet, on va dire, mais toujours d'actualité ou vraiment plus d'actualité, c'est la vente OL. Alors, je ne suis pas quelqu'un de fervent dans ce, on va dire dans ce sujet-là, mais on est obligé d'en parler, on va dire, on est obligé de donner un petit peu ce que chacun pense, chacun imagine. Moi, j'ai pas de, comment dire, de retour par rapport à ça. Les seuls retours que j'ai, c'est ce que la plupart des gens ont. Et toi, est-ce que tu as entendu quelque chose en particulier? Ou sinon, quel est ton sentiment, tout simplement, par rapport à ça? Bon, alors, j'ai pas eu du tout de renseignements à ce sujet, parce que là, bon, j'ai pas, avec le confinement, tout ça, je connais un peu des gens dans le football, mais là, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant, en ce moment, de rencontrer qui que ce soit.
Mhm. Ensuite, dès que j'entends quoi que ce soit, je me détourne de la conversation, souvent parce que je n'y crois pas. C'est un fantasme, comme tu as dit tout à l'heure, chacun a le droit de donner son avis, comme chacun peut Bien sûr. décrire ses fantasmes s'il le souhaite. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est plus de la mascarade qu'autre chose. Là, surtout quand je vois des noms comme le prince Al-Walid de l'Arabie Saoudite qui devrait l'acheter. On entendait parler de ce prince avant que Margarita Louis Dreyfus ne vende. À un moment Mhm. donné, le monsieur, il est milliardaire, il veut acheter, il aura acheté en 2015 ou 2014 quand elle voulait vendre. Donc moi, j'y crois pas plus que ça. Ma cour, tu communique pas dessus. Même si les résultats de l'OM, ils sont pas au beau fixe comme on peut le souhaiter, ils gagnent quand même de l'argent. Je ne le vois pas forcément vendre. Après, quand tu veux vendre quelque chose, tu le dis haut et fort. Donc moi, j'en suis pas persuadé. C'est plus les médias aujourd'hui, quand l'OM ne va pas trop bien, qu'on a un nouvel entraîneur, etc., les médias essaient de jouer sur ça en ayant des sources qui vont dire oui, il y a le club en vente parce que ça fait vendre du papier. Moi, je pense que, regarde, Margarita Louis-Dreyfus, le club a été réellement vendu quand elle a dit il est à vendre. Avant, quand elle ne voulait pas vendre, il n'y avait rien. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt de Macourt aujourd'hui de vendre alors qu'il a Bah, mis un nouvel entraîneur. Ouais. la seule chose, moi, qui pourrait me faire penser éventuellement qu'il pourrait y avoir une vente, euh, c'est justement le fait qu'il commence à avoir, parce qu'il a beaucoup de difficultés financières par ailleurs, hormis le foot. Il a vendu un de ses bébés, entre guillemets, une pique pour se renflouer. A priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai pu voir un petit peu c'est pas un secret, on le voit, il a perdu pas mal d'argent. Je me dis, ce serait peut-être la seule question qui pourrait justifier ça, parce qu'il met la main au pot quand même en fin d'année par rapport à la DNCG. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir mis l'argent. La course, il a mis l'argent qu'il fallait. Il n'a pas mis les Mhm. bonnes personnes. Ça, c'est ça Exact. on va dire, qui a un peu flingué son, son truc, son business par rapport à l'OM. Mais sinon, la seule chose qui me fait penser qu'il pourrait éventuellement le vendre, c'est justement le fait qu'il y ait quelques difficultés financières personnelles. Attention, c'est personnel. Donc, est-ce que le fait qu'il n'ait pas obtenu ce qu'il voulait par rapport à l'OM et tous les contours, le parc Chano, etc., est-ce que ça va le faire partir? J'en sais rien. C'est juste une supputation. Même si je suis pas moi non plus ni persuadé, ni totalement réticent à l'idée qu'il puisse vendre. Je sais pas. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui paraît flou. C'est pas forcément quelque chose de d'écrit ni de. Voilà. Moi, à ce niveau-là, c'est un ressenti. C'est pas du tout quelque chose Non, bien où sûr. je pourrais Après, apporter des. tu, Après, tout ce que tu dis, c'est complètement vrai, hein, dans le sens que Macourt, il veut peut-être probablement vendre. En fait, il y a deux choses à retenir dans la vente OM. Il y a Macourt, est-ce qu'il vend ou est-ce qu'il ne vend pas? Et la deuxième chose, qui va nous racheter? Parce que le fantasme des C'est ça. Marseillais, c'est quoi? C'est d'être racheté par une puissance qatarienne. C'est de se dire, on va être racheté par des Émirats arabes, des Arabes saoudites Sergio ils Egal, vont ouais. venir avec 1 milliard d'euros, ils vont vouloir avoir Cristiano Ronaldo, ils vont vouloir avoir Messi sur sa fin de carrière, on va vouloir avoir Donnarumma ou je ne sais pas. Non, moi je pense qu'au pire, dans le meilleur des cas, si Macourt y vend, il vendra quelqu'un qui sera maximum comme lui. Parce que si quelqu'un était intéressé, parce qu'on sait que les milliardaires tels que les Arabes, quand je dis les Arabes de manière générale, c'est le Mm. Qatar ou les Émirats, quand ils achètent un club de foot, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ils veulent, c'est une vitrine, etc. Et l'OM, Mm. il aurait acheté déjà depuis très longtemps. Là, aujourd'hui, personne ne s'est intéressé. Si Marseille, ça avait été la capitale, les Qataris auraient été chez nous. Ces gens-là, ils Ouais, ne sont pas football. S'ils étaient football, ils auraient acheté l'OM. Là, aujourd'hui, ça m'étonnerait ouais. qu'un milliardaire de ce type-là se dise ah, j'aime l'OM, d'un coup, j'aime le football, je vais acheter. On aura quelqu'un comme Macourt par la suite, un autre Américain ou quoi que ce soit. Mais il faut que les Marseillais ne tombent pas de haut s'ils vendent, que demain, on n'ait pas forcément de quoi concurrencer le Paris Ouais, Saint-Germain bah, sur un point de vue argent. Mais après, sur un point voilà. de vue, comme tu as dit tout à l'heure, si maintenant Macourt, il a mis l'argent, tu mets les bonnes personnes, tu peux arriver à quelque chose d'intéressant aussi. Là, j'ai une question qui me dit, pouvez-vous nous dire si le clan McCourt avait pris des contacts avec Pape Diouf pour une éventuelle présidence ou autre chose par rapport à l'OM? Alors, oui, mon père, je lui ai demandé, non, genre, je ne sais pas si c'est moi qui lui ai demandé ou si c'est lui qui me l'a dit. Je pense que c'est moi qui l'ai demandé. Il m'a dit qu'il avait été approché. Voilà, il avait été approché d'une manière, alors
pas directement Macourte, je crois, mais qu'il avait été approché vraiment par l'entourage très propre, très proche de Macourte pour le rencontrer, discuter, voir ce qui pouvait être fait directement. Moi, dans ce qu'il m'a dit, moi, mon père, moi, il m'a toujours dit, si un jour je dois retourner à l'OM, ce qui n'était pas forcément sa volonté absolue, hein, absolument, mais il a dit, je reviendrai que si toutes les conditions sont réunies. Il a dit, Mm. retourner à Marseille pour tout recommencer, non. Ce serait dommage de commencer à faire des fondations, construire une maison, quelqu'un vient détruire, tu dois reconstruire la même maison. C'est pas amusant. Ouais, ouais. Donc, je pense que Non, je Macourte comprends. ne lui a pas donné toutes les garanties pour pouvoir le faire, mais effectivement, de manière pas officielle, il a été approché par l'entourage très proche de Macourte. Ça, c'est une réalité. Pas Héros déjà, Mm. ça c'est certain. Non, Pas non, bien Héros, sûr. mais un entourage de Ouais, Macourte. j'avais bien compris que, de toute façon, Jacques Henri Hérault, on le voit bien, il n'a jamais aimé ou voulu copiner avec les anciens, l'ancienne génération de dirigeants, quels qu'ils soient, de l'OM. On voit qu'il a écarté Bernard Tapie des festivités. Je ne sais pas si ton père, lui, avait été plus ou moins, on va Ah dire, oui, non, il a approché pas. par rapport aux festivités. Ah non, avec Héros, ils avaient aucun rapport. Et même mon père, il a été surpris quand même que quand tu viens dans une ville qui a un ancien président qui est en plus supporter, qui habite à 2 kilomètres du stade, de ne pas prendre rapport avec lui. Moi, demain, j'achète le club de Villarreal. Je sais que le président, il est là-bas, il est sympa, il a de la sympathie. Je lui demande à boire un café avec lui, qu'il me donne deux, trois clés, qu'on puisse discuter au moins de ça. Ça l'a un Mhm. petit peu surpris. Après, Héros, maintenant, quand on connaît sa position, quand tu es quelqu'un en position de faiblesse qui ne maîtrise pas ce sujet et que tu as de l'orgueil, tu n'as pas envie de t'asseoir à la table de gens qui connaissent. Tu vois, D'accord. il y a deux Ouais. possibilités. Soit tu te dis, je mets mon orgueil de côté. Avec ces gens-là, je risque d'apprendre de Bernard Tapie, de Pape Diouf, de José Anigo. Je risque d'apprendre des choses. Mais quand tu es orgueilleux et que tu te dis, moi, je vais y arriver, ces gens-là, tu ne les veux pas à ta table. Donc, on peut comprendre, c'est humain. Oui, c'est humain, mais bon, c'est ce qui lui a aussi, ce qui l'a un peu mené à sa perte aussi. Parce que à trop vouloir penser qu'il avait toutes les clés en main et raison dans sa façon de gérer, c'est peut-être aussi ce qui lui a valu ben, de sortir par la petite porte. Même s'il n'est pas totalement sorti de l'OM, il est quand même sorti par la petite porte. On s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de personnes au sein du club, dans l'entourage du club, ont une dent contre lui. Donc c'est pas forcément judicieux de sa part. Il aurait pu commenter comme ça, et en étant plus humble, en se disant bon bah j'ai voté en cours de route, voyons voir avec sur qui on peut s'appuyer pour changer de cap et redessiner quelque chose de plus cohérent. Chose qu'il n'a C'est ce pas qu'on su faire. Exact, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, parce que en fait, le problème qu'il y a, c'est que Héros, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un homme d'affaires, il a réussi, il a fait de brillantes études. Mais ces gens-là, souvent, ben, en fait, ils peuvent rentrer dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils pensent maîtriser. Donc, on voit l'orgueil de quelqu'un qui a l'habitude d'avoir la réussite, mais qui va se casser les dents quand tu rentres dans une ville que tu ne connais pas, un sport que tu ne connais pas, un contexte que tu ne connais pas. Tu ne peux que te casser les dents. C'est ça le problème. Et Héros, ce n'est pas le seul. Il y en a plein comme ça dans le monde du football, mais à Marseille, on les remarque très facilement. Marseille, c'est différent. Marseille, c'est un club où il y a encore 4-5 ans, c'était les clubs de supporters qui vendaient leur propre abonnement. Comment tu peux arriver dans ce club-là et ne pas composer avec les supporters? C'est que tu n'as pas compris. C'est ton ego qui t'a fait te dire, le budget de l'OM, c'est 200 millions, il y a telle et telle chose, il faudra mettre en place, c'est de la statistique. Alors qu'aujourd'hui, tu prends n'importe lequel d'entre nous, tu prends quelqu'un qui est au stade Vélodrome, qui n'a pas forcément fait d'études, etc., qui connaît le ballon, qui connaît le contexte marseillais, qui va peut-être mieux réussir que Héros. Voilà. C'est vrai. Non, non, mais c'est totalement ça. Je pense que d'autres personnes qui ont été moins compétentes, on va dire, dans leur cursus scolaire, universitaire, etc., qui ont pris en main l'OM, n'ont pas fait pire que lui, en définitive. Parce que lui, il a quand même eu une manne financière que peu de présidents avant lui ont eu entre les mains pour pouvoir fonder une équipe. Et on voit Oui. qu'au final, c'est peut-être pour moi, je ne crois pas me tromper, je ne crois pas me faire beaucoup d'ennemis en disant que c'est peut-être l'un des pires présidents à ce niveau-là. Oui. Après, je je lui donne pas, comment dire, à Héros, je ne l'excuse pas tout, mais il y a une chose dans laquelle je l'excuse, c'est qu'il a mal été intronisé. La faute à Macourte. Macourte, quand il est arrivé à Marseille, regarde, lui aussi,
Les milliardaires, en temps normal, ils ne jouent pas avec les émotions. Les milliardaires, Non, ils achètent des actions, ils vendent, etc. L'OM, il joue avec les émotions. Il a vu ce que c'était Marseille. Il a dit oui, champion de project, etc. Parce qu'il a voulu se mettre tous les gens dans la poche. Alors que quand tu es dans les affaires, tu ne fais pas d'émotions. Et il a dit champion de project, donc il a mal intronisé Héros. Il lui a donné un projet qu'il n'était pas capable de pouvoir faire. Tu vois. Et donc, Héros, pour l'excuse qu'il a, c'est que ma course, s'il était arrivé, qu'il avait dit mon plan, ça va être de rééquilibrer les comptes, d'essayer de gagner contre les gros clubs, de pouvoir m'inscrire en Ligue des Champions de manière régulière, petit à petit, faire des plus-values. Après, on verra plus tard ce qu'on peut faire. Héros, il aurait été dans des meilleures dispositions. Là, on nous a dit champion de project. Pour moi, champion de non, c'est project, ça vrai. veut dire que tu es capable de battre le champion toutes les années, c'est-à-dire le Paris Ouais. Saint-Germain. Donc, c'est une C'est une erreur faute de du grand communication. patron. Voilà. Le grand patron, il a mal intronisé. Voilà, si tu veux faire du vélo, tu veux faire du vélo à ton fils et d'un coup tu l'envoies dans la pente pas droite, il peut tomber à tout moment. Donc Héros, malgré que c'est quelqu'un qui a été bête à l'OM, il a mal été intronisé aussi. C'est vrai, oui, comme tu dis, l'erreur de communication était flagrante. Sinon, par rapport à ton papa, on va en revenir, il y a eu un hommage qui a été fait. Alors malheureusement, un hommage dans un stade vide, c'est vrai que c'est particulier, mais est-ce que sinon vous avez été contacté, vous, l'entourage de feu Pape Diouf, pour cet hommage et par qui vous avez été contacté le cas échéant? Oui, oui, on a été contacté, on nous a invités pour le match justement où il y a eu l'hommage. L'année dernière, c'était le premier match qu'on a joué au Vélodrome en retard. C'était OM Saint-Etienne, je crois, il me semble. Ouais, c'était OM Saint-Etienne. Et la secrétaire générale de l'OM nous a appelés pour nous inviter pour voir le match, être au salon, voir. Il y avait une peinture qui a été faite pour notre papa et rencontrer un petit peu du monde. Donc oui, on a été contactés quand même, bien sûr. D'ailleurs, je rencontre beaucoup de gens de l'ancienne direction qui ont beaucoup de sympathie pour nous parce que ils savent qu'on est les enfants de Pape Diouf, ils ont toujours eu du respect. Et même la nouvelle direction, il y en a beaucoup en cachette qui me disent quand je les rencontre, ouais, j'aurais aimé travailler avec votre papa. Donc oui, on Donc nous c'est a le pas parallèle. oubliés, on nous a invités, donc bien sûr. D'accord. Non, mais c'est toujours bon à savoir, parce que bon, même si on va imputer tous les mots à cette direction, et on va dire ancienne, parce que c'est pas totalement celle-ci, il y a quand même, s'il y a des choses positives, autant les dire et les lever pour pas non plus qu'on se focalise que sur les mauvaises choses, même s'il y en a eu beaucoup, s'il y en a eu des bonnes, tant mieux. Et ça en fait partie. Même si c'est vrai que ça aurait été beaucoup mieux que ça passe dans un stade plein avec les supporters qui auraient réellement apporté un hommage vibrant, je pense, Oui, à ton papa qui le méritait de toute façon. ça, j'en suis sûr. Après, sur un point de vue supporter, je me dis effectivement dommage. Après, sur un point de vue familial, personnel et émotionnel, je préfère que ça se passe comme ça s'est passé. Ça aurait été dur pour certains membres de ma famille, pour moi-même, ça aurait été dur. Donc, comme on dit chez nous, mec tout, ben, moi, ça me va comme ça aussi. Je sais que les gens, ils l'appréciaient. Voilà, hein, comme j'ai déjà dit, et j'adore dire cette expression, je ne suis pas le fils de Jacques Messrine. Quand je sors dans la rue, comme je dis, oh, ton père et tout, machin, tout ça, de son vivant, quand est-ce qu'il revient, passe-lui le bonjour, ou à qui c'était quelqu'un de bien, etc. L'hommage, chaque supporter l'a fait, et quand je rencontre des gens, ils me le disent, donc pour moi, il est là. Après, l'acclamer, ça aura pas c'était pas dans la personnalité du monsieur, tu vois. Oui, Il c'est aurait vrai. plus été gêné qu'autre chose. Donc, je crois au destin. Je me dis, chaque Marseillais, je le vois. Hein, regarde, on m'invite, on me propose, on me parle beaucoup de mon papa et tout. Et l'hommage, il est là pour moi. D'accord. Non, c'est vrai que voilà, les choses se font comme elles doivent se faire. Et puis c'est tout. Oui, tout à fait. D'accord. Là, je vois un petit hommage, justement. Tout le monde aurait voulu travailler avec votre père, même les supporters d'autres clubs ont du respect pour lui. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fort quand on entend des paroles comme ça, sachant que d'autres clubs Oui, c'est l'appréciaient. vrai. Et même Jean-Michel Aulas, qui est quand même quelqu'un d'assez particulier dans le monde du football, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il est clivant, avait quand même un grand, grand et profond respect pour Pape Diouf. Ah, mais bien sûr, ils étaient même amis. Hein. Bon, amis, c'est peut-être un grand mot, mais ils Proche, étaient, ouais. ils étaient proches, ils s'entendaient bien. Ils savaient qu'ils se retrouvaient souvent à dîner
ensemble, pas forcément pour parler de joueurs qui devaient se vendre, etc. En plus, c'était la période où l'OM et l'OL étaient vraiment très, très chauds. Mais pour essayer de faire avancer le football ensemble, ils voulaient voir un petit peu parler de la LFP, parler de la place des clubs en Europe. Donc, ils discutaient beaucoup et ils riaient un petit peu de leur accartade qu'ils avaient dans les médias. Ils ne s'étaient pas dit, ils ne s'étaient pas fait un pacte en se disant on fait semblant, mais ce Ouais, sont des hommes intelligents. Ils savaient très bien, ils mettaient un petit peu ce piment, un peu ce sel pour justement que les supporters se montent entre eux, que Canal+, il soit fou, qu'on oui, ait un que tout le gros, monde gros regarde match. ça. Donc, voilà, donc c'était. Mais c'était une Voilà, philosophie, par contre. voilà, il y avait beaucoup de philosophie, il y avait du respect. Jamais Jean-Michel Aulas a eu le début, le commencement d'un doute de traiter Pape Diouf de guignol, comme il a pu faire avec certains d'autres. C'est ça. Et je sais C'est ça. qu'il a du respect pour lui, et moi j'ai aussi beaucoup de respect pour Jean-Michel Aulas. C'est un très très grand président. Moi, demain, Aulas, il dit je quitte Lyon pour venir à Marseille, je vais le chercher, hein. Moi, je le prends de suite. C'est un très bon président. Ils avaient des bons rapports. Aulas, c'est quelqu'un qui pouvait parler parce qu'il s'asseyait sur la Ligue 1. Pape Diouf, c'était quelqu'un sur qui on ne pouvait pas s'asseoir. Donc, c'était quand même assez intéressant. Et C'est vrai. voilà, donc c'est des bons souvenirs pour tout le monde parce qu'il ne se laissait pas faire, papa. Toi qui parles justement d'être proche, je sais que tu es proche de certains joueurs marseillais, hein, on sait tous plus ou moins. Euh, Est-ce que tu as des échos juste par rapport à l'ambiance euh, qu'il y a au sein du groupe? Parce que là, on a encore eu apparemment une petite incartade pendant l'entraînement, hein. Je ne sais pas si tu es au courant par rapport à Non. Thauvin et à Alvaro. Donc il y a eu des frictions et qui ont dû être séparées par Sampaoli. Donc est-ce que tu as des échos par rapport à ça? Non, pour être honnête, non, j'ai pas d'écho particulier parce que je ne parle pas avec qui que ce soit en particulier en ce moment ou quand j'ai certaines personnes, c'est vrai que je ne parle pas de. Il m'arrive d'avoir un petit clin d'œil sur le match qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais non, j'ai pas de. Tu vois, je connais certains joueurs par rapport au. Comme je disais, ce ne sont pas des amitiés forcées. Moi, je ne force pas les amitiés, hein. Quand mon papa il était président, moi, je restais dans l'ombre. Mon but, c'était de faire ma vie, de soutenir l'OM. Mon but, c'était pas d'être ami avec tout le monde. Quand il m'arrivait de demander un maillot, c'était pour un petit cousin ou pour une association, ce Mm. genre de choses. Donc, quand les amitiés se sont faites, c'est parce que j'ai rencontré les personnes. J'étais proche de Lorixana, pas mal de joueurs aussi. Et quand je les vois, tu vois, avec eux, je suis pas journaliste, tu vois, donc je suis pas en train de dire, ouais, est-ce que là, c'est comme ci, c'est comme ça. Allez, certains, Mm. oui, mais pour mon information personnelle, c'est plus pour savoir, comme je le faisais avec Ah mon ouais, père aussi. Mais après, là, non, sur l'actualité vraiment très, très récente, non, pas plus que ça. d'accord. Alors, on a une question de Studio Noir 22 qui te demande, avez-vous envie à votre tour de tenter une carrière dans le monde sportif en vous inspirant du parcours de votre père? Très bonne question. Pour être honnête, le niveau du papa, il est très, très, très élevé. Donc moi, Ouais, je sais évaluer mes capacités. Je ne pense pas du tout avoir les possibilités de pouvoir faire comme lui. En plus, comme le disait lui-même, il avait un parcours exceptionnel et l'exception, ça reste à l'exceptionnel. Maintenant, j'y ai pensé quand j'étais un petit peu plus jeune. Moi, je voulais devenir agent de joueur. En plus, j'ai fait des études en droit. J'étais en licence en droit. Je voulais faire une licence du sport. Après, je voulais faire la licence. Mais mon papa, il m'a découragé un petit peu. Non pas qu'il ne voulait pas que je le fasse, mais il voulait me protéger ses enfants parce que mon frère aussi voulait un petit peu voir. Mais il me disait, c'est un métier qui va se fermer. Regarde, il y a de plus en plus d'argent. À l'époque, il parlait de fermer le mercato hivernal. Il disait, voilà, c'est un petit peu compliqué. Après, il voulait aussi nous protéger, parce que c'est quand même un milieu de requins, etc. Il ne c'est m'a vrai. pas forcément encouragé sur le coup. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il pense que je ne suis pas capable. Il m'a dit, non, c'est pas ça du tout. Il m'a dit, moi, je vois que tu es un garçon intelligent, je vois que tu es fan de football, tu peux m'accompagner, je peux te mettre le pied à l'étrier, mais c'est un métier qui se ferme, etc. J'ai compris quand il m'a dit ça, mais aussi il voulait nous protéger parce que je voyais un peu comment ça se passe, certains agents, etc. Il avait un peu peur de ça, je pense. Maintenant, pour revenir à la question, je sais pas, je sais pas du tout. Je sais pas si j'ai les capacités. En plus, aujourd'hui, pour faire quoi dans le monde du football? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Passer ma licence, après peut-être me servir de mon nom pour essayer d'être agent aujourd'hui et montrer à mon papa de là-haut que je peux y arriver, être dirigeant ou quoi que ce soit. Écoutez, moi, j'adore le football. Aujourd'hui, je suis invité dans des podcasts intéressants. On me pose beaucoup de questions. Je commence à avoir des propositions, etc. Ce n'est pas forcément ce que je vise, mais je vais faire comme mon père. Concours de circonstances. On va avancer. Je continue ma vie.
Si demain, dans le monde du football, je peux faire quelque chose et avancer, il m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir des joueurs qui viennent me voir, ou alors des papas qui m'amènent leur fils, qui me disent attention, regarde, petit, là, il est bon, est-ce que tu peux le présenter à ton père ou à machin? Est-ce que tu peux venir le voir jouer? Je dis mais je ne suis pas agent, moi, je peux que oui, 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 tout ça. Donc les gens, à travers mon père, me faisaient confiance. Donc, moi, je m'étais dit, c'est ce que me disait Etienne Mendy, l'ami de mon père qui est agent de joueur justement, il me disait, tu sais, aujourd'hui, quand tu travailles, tu vas travailler, les gens vont voir le fils de Pape Diouf, mais à un moment donné, ils pourront voir Karim. Pourquoi pas? Si le destin fait que, je dirais pas non, bien évidemment. D'accord. Mais c'est vrai que c'est les opportunités aussi. C'est à savoir, est-ce qu'un jour, ça se présentera à toi et puis et fatalement, si tu mets le pied dedans, si ça te plaît ou pas, parce que une fois qu'on est à l'intérieur, c'est pas forcément la même chose que quand on le voit, même toi, tu étais plus ou moins dedans, mais c'était à travers les yeux de ton père. Donc c'était par procuration, c'était pas forcément toi qui y étais. Est-ce que ça te plairait une fois que tu serais dedans? C'est aussi, voilà, c'est un tas de concours de circonstances, encore une fois, comme tu dis. Et donc forcément, c'est pas toujours, voilà, c'est au moment opportun quand on voit les choses. Euh, Bien sûr. je sais que tu es quand même proche de Boubacar Camara. Hmm. Et je ne sais pas si tu as des infos, le cas échéant, parce que on va dire, tous les supporters marseillais aimeraient le voir prolonger. On sait que malheureusement, on parle beaucoup de lui comme étant une forte valeur marchande, et donc qui pourrait remplir les caisses, renflouer les caisses de l'Olympique de Marseille. Ce qui serait un paradoxe, parce qu'on mise tout sur la formation. On dit qu'il faut former ses propres joueurs pour pouvoir avoir une équipe compétitive, et lorsqu'on les a, on a la chance d'en avoir quelques-uns, parce que Marseille, c'est malheureusement pas le club qui forme le plus. Quand on en a quelques-uns, on finit par les vendre trop rapidement. On a eu le Mhm. cas de Samir Nasri, par exemple. Flamini qui est parti avant même qu'il puisse nous rapporter quoi que ce soit, par exemple. Et là encore, Boubacar Kamara, qui je pense est quand même la pépite qui pourrait même rapporter encore plus que tous les autres réunis. Euh, Compliqué. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, est-ce que j'ai des infos à propos de Boubacar Kamara? Non, parce que bon, c'est mon ami, mais je le vois pas tout le temps, etc. On s'envoie des messages, on discute. Et comme je disais, voilà, moi, je parle plus. Quand je parle avec lui, on parle de petites conneries vite fait. Mais après, voilà, je suis capable, voilà, de dire oh, bon match, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. On parle du match en question. Et voilà, moi, j'étais plus curieux avec lui à l'époque où, quand il était. Moi, voilà, je veux pas qu'on me voit comme quelqu'un qui essaie d'avoir des infos, même s'ils savent que je Non, non, suis le bien fils sûr, de non. Pape Diouf que j'ai été. Moi, j'étais très intéressé à l'époque où je le voyais beaucoup à l'époque où il était encore, qu'il n'avait pas encore signé son contrat et qu'on ne savait pas s'il allait signer à l'OM, alors qu'il y avait Rester. déjà Pep Guardiola qui était sur lui, il y avait le Borussia Dortmund, etc. Et là, je lui disais, je parlais avec lui, alors les confidences. Moi, moi il m'avait dit de 3 à mois, je veux rester à l'OM. Il me dit, ah oui, je suis trop jeune, j'ai ma famille ici, et puis même, je ne veux pas avoir fait tout ça pour pas voir le Vélodrome, ce que c'est. Moi, j'ai vraiment envie de jouer à l'OM. Mais il disait, mais je laisse mes agents faire, je ne peux pas leur dire j'ai envie de jouer, parce qu'après, à un moment donné, il faut quand même penser, et ça, hypocrite est celui qui ne le dit pas, il faut essayer de négocier son salaire du mieux qu'on peut, le Bien contrat sûr, bien du sûr. mieux qu'on peut, le temps de jeu qu'on va te donner. Donc oui, à ce moment-là, j'étais curieux. Là, non, parce que là, ça commence à devenir vraiment très, très important. Il y a des sommes en jeu qui sont complètement folles. Donc non. Après, mon avis, si c'est sur... Après, peut-être, si un jour je le vois, peut-être dans la discrétion, on me le dira, mais je ne l'aurais peut-être pas dit, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Moi, j'espère de tout cœur qu'il ne partira pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a changé d'entraîneur, on a changé de président. Mais si aujourd'hui, tu changes les personnes mais que tu fais les mêmes choses, je ne vois pas à quoi ça sert. Refait revenir la brune, etc. À un moment donné, pour s'inscrire dans la durée, il faut gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, ce n'est pas en vendant tes joueurs, c'est en gardant tes meilleurs joueurs. Il faut construire autour de ces joueurs-là. Déjà, c'est comme je l'ai dit dans une autre interview, mon père, il aurait fait quoi? Aboubacar Kamara, en plus, il appréciait beaucoup. Il lui aurait dit alors, déjà, je vais te le dire de suite, tu dois beaucoup à l'OM. Déjà, on va juste replacer les choses dans le contexte. Tu es un minot de Marseille. Tu es né ici, tu as grandi ici, tes premiers matchs ils sont là. Aujourd'hui, tu commences à avoir beaucoup de succès et tu es un titulaire indiscutable. C'est maintenant qu'il va falloir rendre à l'OM ce que l'OM t'a donné. Donc, mon père, je pense qu'il aurait déjà convaincu à rester 1 an de plus. Quand tu as 21 ans, c'est quoi rester 1 an de plus? C'est C'est ça. prendre un risque. Mais si maintenant tu es toujours aussi fort
comme on attend de toi l'année prochaine que tu fasses la même saison, voire mieux, ben, ta valeur, elle ne va que monter. Tu vas nous aider à gagner des matchs. Donc moi, je suis pour que les bons joueurs, on puisse les garder quelque temps et les revendre au bon moment. Il y en a marre de vendre des joueurs à 30-35 millions pour que l'année d'après, ils partent à 80 millions. Regarde, Benjamin Mendy, on l'a vendu 15 millions à Monaco, il est parti pour presque 70 millions, tout compris, à City. Regarde C'est Ocampos. Non, à moins que maintenant, mon père, il me disait tout le temps, tout est à vendre. Il suffit de mettre le prix. Maintenant que quelqu'un vrai. arrive et dit 80 millions pour Boubacar Kamara, nous, ça nous dolerait la pilule. Je dirais pas non. Tu Non, vois, bien même sûr, si il y a des trucs qui ne se refusent pas, c'est sûr. Mais on voit avec. Enfin, moi, c'est là où il y a un exemple qui est assez marquant, c'est avec le petit Lopez. Certes, Lopez a quand même fait quelque chose de fort, a re-signé pour pouvoir partir en prêt, etc. Sauf qu'on voit le montant dérisoire pour lequel il est parti. Alors certes, il n'a pas le niveau de Boubacar Kamara, sans vouloir offenser le petit Lopez, mais quand même, entre 1 et 3 millions pour un joueur de ce genre-là, dans le contexte, alors, hors Covid, mais même avec le Covid, je me dis 1 à 3 millions, c'est quand même peu cher pour un joueur qui a quand même participé à toutes à ces saisons au sein de l'Olympique de Marseille. bah, c'est pour ça, Hakim, ce que je disais tout à l'heure, il va falloir qu'on redore notre blason. L'OM, depuis une dizaine d'années, on n'est pas respecté par tous les autres dirigeants. Dès que c'est l'OM, on achète pas cher. C'est triste, c'est comme ça. Quand on est en demande et que tu montres que la DNCG te court après, qu'elle te croque les fesses parce que tu dois combler des trous, c'est comme si un toxico vendait un iPhone à 50 euros dans la rue. C'est exactement pareil. À un moment donné, il faut redorer son blason. Depuis qu'il y a le football champagne où il y a des millions d'euros, en France, tout le monde se gave. Même Paris, qui est milliardaire, ils font des belles plus-values. Lyon, ils se gavent. Lille, Nicolas Pepe, Osimhen, ils se gavent. Monaco se gave. Il y a que nous qui ne faisons pas de plus-value. Et là, j'entends Boubacar Kamara, 30 millions d'euros. Tu préfères quoi? 30 millions d'euros ou garder Kamara l'année prochaine? Moi, je préfère le garder. Maintenant, on nous Moi dit, aussi. on m'appelle, on me dit 60 millions. Je dis, c'est le minimum. Donc, on me dit 80, c'est irrefusable. Eh bien, je le vends, je mets un bon directeur sportif et avec ces 80 millions, je vais acheter 3 bons joueurs. Si tu fais pas ça, C'est c'est ça. pas la peine. Là, ça va être le Non, boulot de mais Longoria. Longoria, je l'attends à ce tournant-là. J'attends de voir ce qu'il va faire avec moi, Camara, Pape Gay, etc. c'est c'est la question. Moi, en tout cas, la dernière question que j'aurais posée, c'était justement par rapport à Longoria. Euh, Certes, jusqu'à présent, il a fait un travail, on va dire, qui est plutôt correct, qui a fait quelque chose avec les moyens du bord, qui est dans la précipitation, on va dire un petit peu. Euh, mais là, je pense que ça va être le tournant. Ce mercato-là, cet été, qui risque de poser les jalons de la suite par rapport à lui. C'est-à-dire à savoir est-ce que vraiment il a les reins solides comme on lui prête, ou est-ce que c'est malheureusement un peu de poudre aux yeux aussi. Donc Bien justement, sûr, toi, qu'est-ce que tu ben, penses par rapport à ça? bien sûr. Déjà, Longoria, c'est le premier président, euh, après mon papa, que je valide. Parce que je me dis, il vient du football. Bon, il est jeune, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Dès l'instant où tu Non, connais un peu le ballon, ton métier, tu as du compétence, crédit. ouais. Maintenant, l'OM, on a tellement été habitué à la médiocrité que la moindre chose positive qu'il va faire, on va l'acclamer. Aujourd'hui, il s'est débarrassé des gros salaires. Tout le monde dit, ça y est, enfin. Heureusement, c'est le minimum qu'un président devrait faire. On s'habitue à la médiocrité. Pour moi, un entraîneur, un président se juge du mois de juin quand la saison commence, c'est-à-dire que dès que tu commences à faire venir tes joueurs, à essayer de négocier la préparation, les stages, etc., jusqu'au mois de mai où l'arbitre siffle la fin de la 38e journée. Et là, on fait les comptes. Comment tu as acheté, comment tu as vendu, ta masse salariale, où est-ce qu'elle en est, les coupes, qu'est-ce que tu as fait, Paris Saint-Germain, tu as fait quoi contre eux, est-ce que tu as accroché la Ligue des Champions, est-ce que tu as amené des recettes, est-ce que tu as eu une bonne stratégie marketing, et là, on pourra voir. Maintenant, parce qu'il a vendu, enfin, il a prêté Strootman, il a vendu Mitroglou, non, arrêtez, on ne va pas me dire que là, c'est bien, c'est un mieux, Bon, tu m'aurais mis moi, je l'aurais fait il a, depuis longtemps, ça déjà, tu vois. il a Donc, ramené Milik, même si c'est que pour 6 mois, parce qu'au vu, au vu des choses qui se disent ici et là, on se dit que peut-être Milik, c'est juste un pansement sur une jambe de bois. Au final, on se dit quand même, il a quand même bataillé pour l'avoir. Il aurait pu aller ailleurs, même si c'était que pour 6 mois. Maintenant, il est là. À voir s'il pourra le conserver. Moi, c'est sur un c'est petit bout. ça. Le dossier-là et le dossier Camara où je le jugerai.
pense. À savoir, est-ce qu'il pourra réellement le garder, le conserver, ou s'il le revend, à combien il le revendra. Et pareil pour Camara, est-ce qu'il va pouvoir le conserver, ou s'il le revend, à combien il le revend. Je pense que ces dossiers-là, c'est des dossiers qui vont lui permettre d'asseoir sa Tout à fait. crédibilité en tant que président de l'Olympique de Marseille. Tout à fait. Après, je reviens sur ce que tu disais de suite, c'était en ce qui concerne Milik. Déjà, moi, faire venir un joueur pour 6 mois sans avoir les tenants et les aboutissants, ça me gêne. Par contre, je ne me prononce pas dessus parce qu'on ne sait pas tout. Peut-être qu'il a C'est eu un ça. accord avec le joueur sur 6 mois, mais qu'après on te revend. Peut-être qu'on n'a pas des tenants et des aboutissants que seul Pablo Longoria peut avoir. Quand mon père, des fois, on pouvait critiquer certains de ses choix, il disait des choses. Moi, j'avais des tenants, des aboutissants, donc je lui accorde ce crédit. Mais si maintenant il n'arrive pas à le conserver, ça serait mal parti déjà. On n'est Mhm. pas là pour relancer des joueurs. Moi, C'est maintenant, ça. aujourd'hui, des Milik qui sont. Je ne sais même plus où ils jouaient. Ils jouaient déjà où? Je ne me rappelle même plus. J'ai un trou. Merci. À Napoli. Naples, il était un peu au fond du trou. On le relance. Non, c'est pas pour qu'après il aille à la Juventus et qu'il nous quitte comme ça. Aujourd'hui, non. Des Milik, c'est dur d'avoir, c'est bien de l'avoir, c'est un très bon joueur. Moi, s'il reste, je suis content. Mais Mhm. j'aurais préféré, limite, s'il n'était pas sûr de pouvoir le garder, de faire comme Lille a fait, trouver un Nicolas Pepe, un Osimhen. Tu n'es pas obligé, si tu es un homme du football, que tu as une bonne cellule de recrutement, tu peux trouver des joueurs qui peuvent te casser la cage pour quasiment rien. On n'est pas obligé d'avoir des noms qui sont blessés, on les soigne, on les fait partir. Non, non, non. Il faut que les choses changent. Les gens changent, mais les choses ne changent pas. Moi, demain, je suis président, je veux redorer le blason, je veux faire les choses. Et un joueur, si je prends Milik, déjà, il a un contrat de 1 an et une deuxième année reconductible, et c'est le club qui décide. Sinon, je prends autre chose. Donc, il faut changer les mentalités. On n'est pas des Je pense pêcheurs, nous. que Hein. C'est ça le truc. On non, n'est pas des pêcheurs. C'est ça malheureusement, qui moi, me c'est révolte. c'est- bah, surtout pour un club comme l'Olympique de Marseille, sans vouloir manquer de respect à aucun club, quand on est un club de l'envergure et de la stature de l'OM, on ne doit pas être un faire-valoir. On doit être un choix. Alors, je ne dis pas forcément un premier choix parce qu'on n'en est pas non plus, malheureusement, en ce moment à ce niveau-là, mais on doit pas être un choix par défaut. On doit être un choix parce que ça peut apporter quelque chose à sa carrière malgré tout. Exactement. Parce que là, par exemple, j'ai vu une question qui a défilé, qu'on disait que Pape Diouf avait un lien avec l'Afrique et les centres de formation qu'il y a là-bas. C'est des choses qu'il faut savoir faire. Par exemple, que ce soit l'Afrique, le Brésil, bon, on va dire l'Afrique, parce que nous, en France, on a un lien fort avec l'Afrique, beaucoup d'Africains sont là. Mais si tu peux trouver un jeune Sénégalais, Ivoirien, Camerounais de 18 ans qui rêve de venir à l'OM. Mon père, ce qu'il C'est ça. faisait, c'est que quand il a fait venir Drogba à l'OM, il était agent de joueur. Il a vu que Drogba, c'était son joueur. Il a cassé la cage à Guingamp. Et Olas, il avait un œil sur lui. Mm. Mon père est allé le voir, il lui a dit, Didier, là, je te le refais, il a dit, ce que tu fais à Guingamp, là, est-ce que tu es capable de le faire à plus haute échelle, à Lyon, à l'OM? Et Drogba, il a dit, oui, pape. Ce que je fais là, je peux le faire n'importe où. Il a dit, alors, je vais te faire rentrer soit à Lyon, soit à l'OM. Mais moi, je préfère que tu ailles à l'OM. Et tu vois, c'était un joueur qui avait 26 ans, qui a coûté rien, 6 millions, et on l'a revendu 38 millions. Le football, aujourd'hui, il est là. Il faut faire de l'argent. Il C'est faut ça. que tu aies des joueurs qui te font, que tu n'achètes pas cher, qui te rapportent sur 1 ou 2 ans des titres, ou en tout cas des beaux matchs, etc., et des Voilà, c'est ça. plus-values pour t'asseoir une pérennité. Et aujourd'hui, comme on a dit aujourd'hui, par exemple, avec l'association de Jambar, etc., c'est des connexions comme ça qu'il faut avoir. Maintenant, trouver des Milik blessés, des joueurs qui ont 40 ans, des joueurs à qui il faut donner 500 000 euros. Non, l'OM, avant, il y a des joueurs, ils disaient, pour revenir à l'OM, je viendrai à la nage. Tu prends un petit aujourd'hui, tu lui demandes entre Lille et l'OM, comme il s'appelle, Isaac Ladji, que j'ai eu l'occasion de Il a connaître, dit, ils sont partis à Lille. Tu te rends compte, c'est là où il faut. Tu ne peux pas t'élever si ta fondation, elle n'est pas solide. Et la fondation, c'est ça. Déjà, il y a beaucoup de jeunes qui sont au centre de formation de Herbel qui ne veulent même pas aller à l'OM. Il faut reconquérir tout ça. Il faut que tous les petits des quartiers du sud de la France, il faut qu'ils veuillent revenir à l'OM. Il faut refaire des détections. Il faut éliminer la racaille qu'il y a s'il y a des mauvais agents, etc. Il faut que tous les petits ils veuillent revenir à l'OM, que tu aies un bon réseau de recrutement. Maintenant, moi, des Milik, etc., je ne veux pas. En plus, l'OM, si tu regardes bien, dans l'histoire de l'OM, on a plus aimé des joueurs qui se sont faits à l'OM que des mm, joueurs qui sont c'est vrai. venus en star. C'est Tu vrai. vois, ça a Donc, toujours été comme ça.
Regarde les Chris C'est vrai. Waddle, ils avaient un peu du mal. Didier Drogba, on disait c'est qui? On attendait Cissé ou Paoletta à ce moment-là. Et regarde, imagine de mettre un petit 19 ans, roulette, 30 mètres, il casse la cage contre Paris, il jette son maillot, il fait une pirouette. Ça y est, c'est fini. C'est ça qu'il faut trouver. Il y en a plein. C'est Il y en vrai. a plein. C'est Eh vrai. oui, Bah écoute, c'est sur ces sages paroles qu'on va se quitter, malheureusement. Même si j'espère qu'un jour on aura l'occasion encore d'échanger avec plaisir sur tous les sujets, parce que on pourrait discuter pendant des heures. ah Je pense oui. que la connexion marseillaise se fait facilement, aisément. Donc Ouais, à nous éventuellement, si ça te fait plaisir, de reprogrammer un jour sur des prochaines nouvelles marseillaises qui seront dans les semaines, les mois à venir. On nous dit que des échéances arrivent assez rapidement, la fin de saison par exemple. Donc on aura ouais. l'occasion éventuellement d'échanger à nouveau si le cœur t'en dit. Ah oui, avec plaisir, hein. Avec Eh grand, ben, grand, grand plaisir. ça sera un plaisir partagé pour nous. Et donc bah, je te remercie encore une fois, vraiment sincèrement du fond du cœur d'avoir partagé et de nous avoir donné un peu de ton temps. Ben, Je c'est moi, Kim, remercie qui te aussi. remercie. Merci au réseau Olympien, ça m'a fait super plaisir aussi. Et quand vous voulez, moi je suis là. Vous me dites, le soir Avec on se plaisir. connecte. Avec plaisir, ça sera avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui étaient présents avec nous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, en tout cas, je l'espère. Merci encore. Au revoir. Salut.